Le mois dernier, je vous avais parlé de la situation économique de la France, pas celle d'aujourd'hui, mais celle que nous traînons depuis 40 ans, et je vous avais expliqué que la France était en réalité en récession, une récession réelle, mais qui est masquée par les déficits publics et la dette. Cette dette, qui est colossale aujourd'hui, c'est le résultat de 40 années de dérapage socialiste dans la gestion économique de notre pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la dette atteint 120% du PIB. Effectivement, il y a eu un pic important avec, je dirais, la crise du Covid et une augmentation d'à peu près 20% de l'endettement cette année. Il faut bien comprendre, 120% du PIB, ça veut dire que pour rembourser cette dette, il faudrait que nous travaillions tous ensemble 1 an et 3 mois et consacrer tout ce que nous produisons, absolument tout, au remboursement de cette dette. C'est considérable. Et puis, cette dette, elle est aujourd'hui de 120%, mais comme la crise du Covid ne semble pas en situation de se résorber, rien ne nous dit qu'elle ne va pas encore progresser, monter, s'élargir dans le courant de l'année 2021. Donc on ne sait même pas jusqu'à quel niveau nous allons atteindre cette montagne de dettes qui nous écrase et qui nous emprisonne depuis des décennies. Alors, quand vous écoutez les économistes sur les plateaux télé, Emmanuel Le Chypre, Philippe de Sertine, et même l'autre jour, j'ai entendu Patrick Artus, qui est quand même un économiste réputé. Tous ces gens-là vous expliquent que, bon, ben, c'est pas très grave, la dette, une partie c'est la BCE, bon, ben, ils vont pas nous l'exiger, et puis ça va se gérer sous la forme d'une dette perpétuelle, qu'on va étaler sur des décennies et des décennies. C'est ce qu'on vous dit. En réalité, cette dette, c'est la mise sous tutelle de notre pays qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Je vais vous rappeler un passage du livre du président Giscard d'Estaing, décédé récemment, Le pouvoir et la vie, qui est une forme de mémoire, et dans le tome 1 de ce livre, il raconte une anecdote, c'est quand il présentait les projets de budget, il était ministre des Finances du général de Gaulle, et il était en tête-à-tête avec le général de Gaulle et il lui présentait les projets de budget. Alors il explique dans le livre que le général de Gaulle n'était pas très féru de questions économiques, mais le général de Gaulle lui demandait systématiquement « J'espère qu'il n'y a pas 1 euro de déficit, parce que je ne veux pas qu'on puisse venir réclamer des comptes à la France. » C'est un témoignage de Valéry Giscard d'Estaing. Bon, aujourd'hui, notre dette atteint 120% du PIB. Et elle est détenue à 60% par des étrangers, c'est-à-dire que 40% sont détenus par des épargnants français, 60% par des étrangers qui sont des fonds de pension américains, des fonds souverains de pays étrangers et pas toujours de grands amis, hein, Qatar, Arabie Saoudite et autres, également par les banques centrales, la BCE, et des investisseurs étrangers, des multinationales. Donc, nous avons une part importante de notre dette qui peut être actionnée à titre stratégique par des États ou des puissances qui ne nous veulent pas forcément du bien, ou en tout cas qui sont en concurrence avec nous sur divers points. Cette dette nous coûte aujourd'hui 41 milliards d'euros d'intérêts, ce qui équivaut, je crois, à toutes les taxes foncières et immobilières que nous payons, l'intégralité. Alors, aujourd'hui, on va me parler d'une somme de 41 milliards d'euros. Il faut bien voir que nous sommes dans une situation où les intérêts, vous le savez, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sont extrêmement bas, voire par moments négatifs. Donc, pour le moment, nous ne ressentons pas très fortement cet endettement. Sauf qu'à tout moment, une tempête peut se déclencher au-dessus de nos têtes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, depuis 40 ans, nous ne remboursons jamais la dette. Quand les échéances arrivent à leur terme, nous nous refinançons en prenant d'autres crédits qui remboursent les prêts précédents. Et à ce moment-là, nous sommes soumis, évidemment, au taux d'intérêt qui se pratique. Donc, si la conjoncture se retourne et que les taux d'intérêt montent, et ils ne pourront faire que monter fatalement un beau jour, cela veut dire que ce sera des dizaines de milliards d'euros de plus que nous devrons payer au titre d'intérêt, et qui grèveront gravement notre budget. Au-delà de ces termes des échéances de la dette,
une spéculation boursière ou financière peut se déclencher à tout moment sur les titres de notre dette qui s'échangent et qui circulent sur les marchés, et nous pouvons à tout moment être placés dans une situation dramatique. En tout cas, des puissances financières importantes peuvent jouer sur le prix de notre dette et les conditions de notre financement et nous placer dans une situation extrêmement difficile. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation de dépendance. Et notre dépendance est particulièrement sensible vis-à-vis de la BCE. La BCE nous tient aujourd'hui entre ses griffes. Alors on va nous dire, oui, mais la BCE, c'est l'Union européenne, alors ils n'ont pas intérêt, etc. Mais enfin, ça voudra dire aussi que la voix de la France ne pourra plus émettre la moindre contradiction à ce qui va nous être imposé depuis Bruxelles et Francfort. Je pose une question. J'en ai parlé précédemment lors de la précédente vidéo. Je vous avais parlé de cette fameuse directive BRRD, qui a été adoptée donc en 2015 par la Commission de Bruxelles et validée par le Parlement français. Cette directive BRRD, c'est une directive qui permet aux banques de se renflouer sur l'épargne de la clientèle au-delà de 100 000 € d'avoir. C'est une pratique qui a déjà été opérée à Chypre au courant de l'année 2011 et les épargnants chypriotes n'ont plus eu que leurs yeux pour pleurer à la fin. Et qui aujourd'hui est rendue possible par des directives de l'Union européenne. Mais alors, il faut se poser la question suivante. Comment se fait-il que l'Union européenne a prononcé de telles directives? Quelles sont les puissances qui ont agi sur elles pour qu'elles prennent des directives qui vont en faveur des banques et qui lèsent les épargnants de l'Europe entière? Est-ce que ce n'est pas le signe véritablement indubitable que les puissances d'argent et les banques centrales et les milieux bancaires ont désormais la main et dictent leur conduite à la Commission de Bruxelles, mais également aux États qui ratifient cette directive? On peut au moins se poser la question. On va se retrouver très clairement dans la situation suivante. Le monde économique et financier suivant, avec ce type de directive. Le monde de la finance spécule à l'excès, délivré de toute barrière et règlement qui proviendrait des États. Il engrange les profits tant que c'est possible, et quand ça tourne mal, eh bien c'est aux épargnants ou aux contribuables de payer. Donc le monde de la finance, à travers ce type de règlement qu'elle a imposé très probablement parce qu'elle tient les États entre les griffes de la dette, elle a créé une forme de casino où ce sont toujours les mêmes qui gagnent et qui engrangent les profits tant que ça dure, et puis finalement les contribuables et les épargnants qui finissent par payer le jour où ça tourne mal pour elles. On va donc retrouver très probablement la situation que nous avons connue en 2008. En 2008, rappelez-vous, les banques étaient en faillite, les banques américaines, et puis ça s'était métastasé aux banques européennes. Cette faillite, elle était due à une spéculation folle et dérégulée. Au final, les États se sont endettés pour renflouer les banques, faute de quoi l'économie était bloquée. Et pour finir, 2-3 ans après, ce sont les banques qui ont spéculé contre la dette des États surendettés. Le comble du cynisme. Et puis finalement, c'est passé comme ça, tout s'est passé bien, et puis les banques ont continué, je dirais, à faire tourner leur cash machine, et les États ont continué à les regarder, s'enrichir, sans pouvoir émettre la moindre sanction face à ça, en sachant que ce système est un danger permanent qui pèse sur les têtes de chacun d'entre nous, à la fois que nous soyons épargnants, que nous soyons contribuables, que nous soyons simples salariés, parce que il est bien évident que tout ce système lèse l'économie réelle en général. Alors, cette situation, il est bien évident qu'elle n'est pas arrivée par hasard. C'est la dette et les déficits récurrents des États européens, pratiquement tous, à divers degrés, mais pratiquement tous, qui ont généré cette situation. Avec les événements de cette année, j'en suis arrivé à réviser ma position, puisque pendant des années, j'ai dit que la France devait se réformer très profondément pour arriver à faire baisser le niveau de cet endettement et à retrouver une situation normale. Je vous rappelle que quand les critères de convergence de Maastricht ont été adoptés en 1992, les pays étaient astreints à ne pas dépasser un taux de dette de 60%. Aujourd'hui, la France est à 120, l'Italie 150, et même l'Allemagne approche des 100%. Donc nous sommes tous complètement
hors des radars et des normes, je dirais, courantes et des normes de sécurité qui pourraient nous mettre à l'abri. Je suis persuadé que nous ne pourrons pas survivre avec un tel boulet. Ça me paraît impossible. Je vais vous donner quelques indications. Entre 2009 et 2019, c'est-à-dire au lendemain de la crise des subprimes, et 10 ans après, entre le lendemain de la crise des subprimes en 2009 et 10 ans après, la zone euro n'avait pas récupéré le niveau de PIB qu'elle avait auparavant. La zone euro se trouvait toujours en décroissance de 2% par rapport à la crise des subprimes qui s'est déclenchée en 2008. Donc 10 ans après, nous n'étions pas complètement rétablis. Imaginez-vous que la récession actuelle de la zone euro va être comprise entre le 2 fois et 2 fois et demi celle de 2008. 2 fois et 2 fois et demi. Combien nous faudra-t-il de temps pour récupérer notre souffle, pour reprendre véritablement une croissance acceptable? J'ai bien peur que ça va mettre des décennies. D'autant plus que, en 2008, notre taux d'endettement à la veille de la crise des subprimes était d'un peu moins de la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Donc il va falloir récupérer des taux de récession de 11-12%, et encore, on n'est même pas sûr que ça ne va pas se prolonger durant l'année 2021, en se traînant le boulet considérable d'une dette qui est du plus du double de ce qu'elle était à la veille de la crise des subprimes. Pour moi, je vous le dis très clairement, c'est irrécupérable, c'est mort, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce sont toutes les générations à venir qui vont être complètement sacrifiées, c'est-à-dire qu'il y aura des pertes d'emplois considérables, des difficultés à trouver un emploi, une augmentation très forte certainement des impôts pour rembourser tout cela. Il faut voir que cette année, nous avons battu un record en France, un triste record. La dépense publique va atteindre 64% du PIB. Elle était l'année dernière de 57%. 64%. Alors là encore, les optimistes vont me dire, oui, mais c'est parce que le PIB a baissé, et donc on a renfloué, et puis du jour où ça va se remettre, on va retrouver le stade normal, qui était quand même déjà de 57%, c'est-à-dire un record mondial. Bon, moi je vais vous dire, on ne sait pas déjà quand est-ce que la reprise va arriver, premièrement. On ne sait pas quelle sera la vigueur de cette reprise, donc en combien de temps elle va se produire. Troisièmement, et malheureusement, l'expérience nous dit que chaque fois qu'on augmente la dépense publique, il est très difficile de revenir en arrière parce qu'on habitue des pans entiers de l'économie, des ménages ou autres, à un système d'assistanat qui finalement, je dirais, crée une forme d'effet cliquet, et ça risque malheureusement de se maintenir encore comme ça. Donc, et puis il va falloir également rembourser la dette, ce qui fait que ça va créer mécaniquement des prélèvements supplémentaires. Donc je ne crois absolument pas que l'on pourra s'en sortir un tant soit peu avec une dette pareille. C'est quasiment impossible. Comme je vous l'ai expliqué lors de l'interview qui m'a été donnée par André Berkoff sur Sud Radio, la question de la dette va bien au-delà de simples considérations économiques et financières. Il y a depuis des années un bras de fer qui est engagé, qui est feutré, qui est en coulisses, entre l'oligarchie financière, qui s'enrichit de décennie en décennie, au fur et à mesure qu'on dérégule les activités financières et qu'on ouvre les frontières, la concentration devient colossale. Nous ne sommes plus en situation d'un capitalisme réel, c'est-à-dire d'un capitalisme fondé sur la concurrence libre et non faussée. Nous voyons apparaître des oligopoles secteur par secteur, et nous avons une super oligarchie qui est composée des GAFAM, des multinationales et du monde de la finance, qui aujourd'hui est surpuissante et dépasse en puissance financière les États. Aujourd'hui, la capitalisation boursière d'Amazon dépasse le PIB de la Suisse, celle de Google, le PIB de la Belgique. Nous voyons bien que petit à petit, les États rentrent dans une forme de dépendance, ça devient des satellites, je dirais, de l'oligarchie financière, et c'est la dette qui est la chaîne qui les retient et qui les place dans une situation de soumission. Donc, tant que nous allons traîner cette dette, tant
tant que nous allons continuer à mener ces politiques socialistes qui nous conduisent à toujours plus de déficits budgétaires, déficits commerciaux et toujours plus de dettes, nous allons peu à peu devenir des colonies de la superpuissance financière qui gouvernera le monde. Donc l'enjeu est véritablement considérable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut se séparer d'une partie de notre dette. Arriver à se séparer d'une partie de notre dette. Alors, bien entendu, j'en entends qui vont me dire que j'ai viré mélenchoniste en m'exprimant comme ça. Sauf que voilà, la solution que je préconise pour cela est aux antipodes de celle que préconise Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon, lui, nous parle d'un rachat de dette par la BCE, effacement des dettes par la BCE, etc. Ce qui ne ferait que renforcer la soumission que nous aurions vis-à-vis, je dirais, de ces organismes. Si aujourd'hui la France ne rembourse pas ses dettes, du jour au lendemain, nous serions en faillite immédiate. Pourquoi? Parce que nous sommes en déficit chronique et que donc nous avons besoin de l'argent du financement permanent, et le moindre doute que nous pourrions émettre sur le fait de payer notre dette nous placerait dans une situation de non-financement immédiat ou de conditions de financement insoutenables et nous plongerait dans la faillite. Si nous voulons inverser le rapport de force et nous mettre en situation d'exiger un effacement au moins partiel de notre dette, il faut que nous soyons forts, il faut que nous soyons debout, il faut que nous puissions nous passer de cette morphine qu'est la dette permanente. Et pour cela, eh bien, je voudrais qu'on s'inspire, on pourrait s'inspirer de deux pays à mon avis. Alors, le premier cas, c'est évidemment celui de l'Allemagne, qui est depuis des années en excédent budgétaire et en excédent commercial considérable, avec plus de 250 milliards d'euros d'excédent commercial les années normales. Je ne vous parle pas évidemment de l'année 2020 qui, vous l'avez bien compris, est exceptionnelle. Sauf que ça va être quand même assez difficile de nous placer dans les mêmes conditions que l'Allemagne qui a effectué sous l'ère Schröder, c'est-à-dire entre 1998 et 2003, des réformes drastiques qui l'ont mise en fait en situation de ne plus avoir à créer du déficit et de la dette. Et l'Allemagne est évidemment la grande gagnante de l'entrée dans l'euro que nous avons opéré à partir de l'année 2002. Il y a un autre pays qui est en train de montrer une autre voie. Bon. Ce pays, c'est l'Italie. Alors, l'Italie est également en situation très difficile, elle est endettée à plus de 150%, c'est-à-dire encore plus que nous, c'est-à-dire qu'elle est endettée à hauteur d'1 an et 6 mois de son PIB. Sauf que l'Italie, aujourd'hui, vient de faire entendre une voix discordante qui a été très peu reprise dans les médias. Cette voix, elle est venue, c'était celle de Riccardo Frecciero, qui est secrétaire d'État auprès de la présidente du Conseil. C'est-à-dire, le président du Conseil, c'est M. Conte. Donc c'est son secrétaire d'État qui est directement, je dirais, sous sa responsabilité, qui s'est exprimé et qui a demandé, lors d'une interview récente, que la BCE pratique des abandons de dette, de manière à ce que son pays, et pourquoi pas les autres pays, puissent se ressaisir. Alors, vous allez me dire, bon, ben, c'est la situation d'un État en faillite qui ne peut plus faire autrement que de demander, je dirais, à ce que les autres lui fassent des concessions. Eh bien, oui, mais pas que. Parce que l'Italie a un gros avantage sur nous, et je dirais même 2 gros avantages sur nous qui lui permettent aujourd'hui d'avoir de ce type de revendication. Les 2 avantages, qui sont très peu connus, dont les médias parlent très peu là encore, premièrement, l'Italie est en excédent budgétaire primaire depuis 20 ans. Excédent budgétaire primaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez de côté les intérêts de la dette, l'Italie serait en excédent budgétaire d'à peu près 1 à 1,2% par an. Ça veut dire qu'en ne payant pas les intérêts de la dette, l'Italie dégagerait des excédents budgétaires. Bon. Autrement dit, si elle ne paye pas la dette, elle se retrouverait en situation favorable et ne serait pas placée dans une situation de faillite, elle pourrait tenir le coup. Deuxièmement, l'Italie est en excédent commercial annuel depuis maintenant une dizaine d'années de l'ordre de
30, 40, 50, voire 60 milliards d'euros, suivant les années. Pendant que nous, la France, sommes en déficit de 70 milliards d'euros. Je vous invite, pour ceux qui me suivent sur Facebook, à regarder une intervention que j'ai faite à Fréjus auprès des cadres du Front National le 5 septembre. J'avais annoncé, à ce moment-là, que l'Italie risquait de se mettre soit en défaut de paiement, soit de menacer du défaut de paiement pour obtenir plus de concessions de la part de l'Europe. J'ai annoncé ça le 5 septembre. Elle vient de le faire là, il y a une dizaine de jours. La déclaration de Riccardo Freccero date du début décembre. L'Italie se permet de demander des abandons de dette, tout simplement parce qu'elle est en situation de pouvoir tenir le coup en ne payant pas la dette et en ne comptant pas sur le refinancement du monde de la finance et de la BCE. C'est quand même une très grosse différence avec nous. Nous, malheureusement, nous sommes obligés de suivre toutes les directives, toutes les contraintes, tous les diktats de Bruxelles. Pourquoi? Parce que nous sommes en déficit permanent, déficit primaire, déficit secondaire. Notre budget ne respecte plus les conditions de Maastricht depuis l'année 2003. C'est-à-dire depuis 2003, non seulement nous sommes en déficit, ça c'est depuis 1975, mais nous sommes en déficit au-delà des critères qui nous seraient imposés par Maastricht. Et certaines années, le déficit est énorme. Dans les années 2012, 2013, 2014, voire 2015, nous étions à peu près 5 à 6% de déficit, alors que tous les autres pays étaient revenus dans les normes. Donc, cette situation devrait provoquer un sursaut. Elle devrait nous amener à penser que nous devrons sortir rapidement de la décadence socialiste dans laquelle nous sommes depuis 40 ans, qui nous amène en fait à l'abaissement de notre pays, à la fois en termes économiques, vous le voyez bien, tout ce temps que vous êtes, il y a véritablement un appauvrissement du peuple français, augmentation du chômage, baisse du pouvoir d'achat, et puis également un affaissement politique, où nous sommes aujourd'hui les valets d'une oligarchie mondiale qui nous impose ses conditions par le truchement de la BCE et de la Commission de Bruxelles. Alors comment faire pour y arriver? Eh bien, ça ne se fera pas du jour au lendemain et ce ne sera pas facile. Il va falloir se remettre en excédent budgétaire et commercial. Et pour ça, il va falloir réussir cette équation, arriver à se replacer en excédent budgétaire, tout en baissant les impôts de production pour se remettre en situation d'excédent commercial. Comme je vous l'avais expliqué le mois dernier, nous sommes en déficit commercial parce que nos entreprises ne sont pas compétitives, parce qu'elles sont plombées par des impôts de production qui sont entre 7 et 12 points supérieurs à tous nos concurrents européens. Je ne vous parle pas, bien entendu, de la Chine et des autres. Donc, il va falloir baisser puissamment ces impôts de production pour recréer une compétitivité qui permette à nos entreprises de s'en sortir. Deuxièmement, il va falloir redresser nos comptes et malgré tout se retrouver en excédent malgré cette perte de rentrée fiscale sur les impôts de production. Ben comment faire? Eh bien écoutez, je ne vois qu'une seule solution, il faut baisser les effectifs de fonctionnaires qui sont les nôtres, qui sont de l'ordre de 5,5 millions de fonctionnaires en France contre 1 million de moins à peu près dans tous les pays voisins. Donc nous avons une surcharge de fonctionnaires qui est de l'ordre de 20-25% de plus que tous nos voisins. Et puis il va falloir baisser les revenus de transfert et les revenus sociaux qui sont dans notre pays colossaux. La dépense sociale en France est la plus forte du monde. Nos dépenses sociales représenteraient 15% de la totalité des dépenses sociales du monde. Et les revenus de transfert qui sont liés à ces dépenses sociales représentent à peu près un tiers du PIB de notre pays. C'est affolant, c'est insoutenable. C'est là qu'il va falloir chercher l'argent. C'est ce système-là qu'il va falloir remettre en cause de fond en comble pour que notre pays puisse retrouver sa souveraineté et son efficacité économique, se remettre en situation d'excédent budgétaire et commerciaux et puisse non plus être le valet du monde de la finance et de Bruxelles, mais reprendre son destin en main et imposer ses conditions à tous ceux qui veulent nous maintenir en état de soumission.